Bonjour à tous et bienvenue dans le pré-prix du Grand Prix de Las Vegas. Les horaires très matinaux de ce week-end un petit peu particulier et la grille de départ franchement surprenante nous permettent de sortir cette vidéo de mi-week-end que l'on fait de temps en temps pour, vous le savez, revenir sur la qualif et se projeter sur la course de demain. Demain justement, va falloir se lever tôt, 6 heures pour la grille, puis 7 heures pour le Grand Prix évidemment sur Canal+. Donc avant d'aller dormir, on va essayer de choper toutes les clés pour essayer de faire la preview de cette course. Deuxième année à Vegas et toujours un circuit aussi particulier puisque déjà le tracé ne ressemble à aucun autre, les horaires sont très spéciaux même pour les gens qui sont sur place, l'ambiance visuelle et l'ambiance globale sont pour ma part je trouve assez froide, assez triste. On est à Vegas mais on a l'impression de n'y être vraiment qu'à moitié, je sais pas, il manque un petit quelque chose. Et puis surtout d'un point de vue conditions, il y a ces températures gelées, les plus froides de l'année qui rendent les choses encore plus différentes que d'habitude alors qu'on a déjà une saison qui est extrêmement variée de week-end en week-end. On a aussi un circuit qui est pas si mal je trouve, même sans être ultra intéressant ou délicat, il n'y a pas vraiment des portions comme les S de Suzuka où vraiment on prend notre pied, mais voilà, le circuit est plutôt bien pensé, il y a 3 secteurs assez différents, c'est plutôt complet, et pour ce qui est de la course, franchement, il est plutôt bien dessiné puisque généralement, en tout cas, c'était le cas l'an dernier et ça a toutes les chances de l'être aussi demain. On voit des courses animées où on peut dépasser, se redépasser. Voilà, c'est plutôt bien fait en tout cas dans la vague des circuits urbains. C'est un des plus réussis de ce point de vue-là. Et en tout cas, c'est comme ça que d'un coup, Mercedes, qui avait totalement disparu, redevient la première force. Décidément, on sera passé par tous les scénarios cette année. C'est vraiment dingue de se dire que là, encore une fois, à 3 courses de la fin, à nouveau, c'est bousculé. Alors sur un tour, ouais, c'est Mercedes qui est devant. Je pense que les températures fraîches les aident très clairement. On a déjà vu ça plusieurs fois cette saison, notamment au Canada et à Silverstone. Déjà 2 endroits où George Russell avait signé la pole. Il y a aussi un manque d'adhérence globale, ce qui nivelle un petit peu le niveau aéro de toutes les voitures. Et ça favorise un peu la Mercedes qui n'est pas bonne vraiment sur l'aéro et qui a plus de grippe, on va dire, mécanique. Donc ça, évidemment, ça leur permet de ressurgir devant. Je ne pense donc pas que ce renouveau est structurel, d'autant qu'il n'y a pas eu d'énormes améliorations apportées. C'est juste voilà le circuit, les conditions et cette saison folle qui fait que Mercedes peut comme ça émerger devant. Dès le premier tour de piste, on a compris qu'ils avaient un truc en plus. Et cette fois, ça a tenu jusqu'au qualif avec un George Russell qui a été absolument parfait. Encore une fois, sa saison est excellente, je ne cesse de le dire. C'est peut-être même sous-coté. En tout cas pour moi, c'est le 4e meilleur pilote de cette année et il est notamment excellent en qualification. Cette saison, en moyenne, il s'est qualifié dans une meilleure position que Carlos Sainz, qui a pourtant une Ferrari, il n'est pas si loin de Charles Leclerc. Et je fais un petit jeu, c'est que si les qualifs rapportaient le même nombre de points que les Grands Prix, Russell serait 4e du championnat avec 265 points, je crois, seulement 7 derrière Leclerc, et en tout cas avec 125 de plus qu'Hamilton, face à qui il mène 21-6 en qualif. Bref, voilà, vraiment, Russell énorme, sous-coté. J'ai eu peur pour lui au début du week-end quand j'ai vu Hamilton dans le coup. Je me suis dit, mince, à 3 Grands Prix de la fin, c'est pas le moment pour Russell de repasser derrière, ça ferait vraiment mal. Et bon, il a totalement assuré. Évidemment, c'est totalement l'inverse pour Lewis Hamilton. Le contraste est énorme. Là, il était dans le coup. Finalement, comme à chaque fois que la voiture a été capable d'aller chercher quelque chose de grand, voire très grand, une pole, une victoire, Lewis Hamilton a été mieux que d'habitude. Là, il s'échangeait les meilleurs tours lors de chaque séance d'essai, lors de la Q1, de la Q2 avec Russell. Il y avait clairement match. Mais bon, que dire, il s'est totalement raté sur ces 2 tentatives de la Q3. 2 erreurs à chaque fois, une à la fin, puis une au début du tour. Et à l'arrivée, non seulement il n'y a pas la pole, il n'y a pas la potentielle chance de jouer la victoire, mais en plus, il part que 10e. Donc franchement, c'est une vraie catastrophe. C'était probablement, en tout cas c'est l'avis que j'en ai, peut-être sa dernière chance à la régulière de briller, d'aller chercher quelque chose de très grand dans la Mercedes. Et j'ai peut-être le sentiment qu'il est passé à côté de ça ce matin en faisant cette double erreur. Donc ouais, c'est triste, c'est assez horrible pour lui. Il était dans le coup. Il en est sorti tout seul.
Celui qui ne s'est pas raté en revanche, c'est Pierre Gasly que l'on retrouve en 3e position. Et oui, c'est incroyable, c'est complètement improbable, inattendu. Bon, en vrai, il faut quand même dire que ça vient d'un vrai retour en force d'Alpine que l'on voit et que l'on documente depuis plusieurs courses, depuis la dernière évolution. Et là, je ne parle même pas du double podium au Brésil qui certes dénote d'un mieux, mais qui est une performance qui reste globalement assez surnaturelle. Non, depuis 3 Grands Prix, les évolutions dans des conditions normales, elles fonctionnent mieux puisque Pierre était déjà le meilleur des autres en qualif au Mexique et 2 fois au Brésil. Bon là, il est le meilleur des autres, mais voilà, il a fait encore un petit peu mieux. Je pense également que les conditions fraîches y ont été pour quelque chose. Comme Mercedes, Alpine a également un petit manque d'aéro, ça pêche clairement à ce niveau-là, donc je me dis que tout ça, toutes ces conditions de Vegas ont nivelé encore une fois un petit peu l'Alpine par rapport aux autres, mais franchement c'est assez bluffant d'être à la position où il a terminé. Et finalement aussi on peut se dire que le moteur Renault, il est pas si mal, parce que le circuit, il y a une immense ligne droite de 2 km. Donc bon, si le moteur était pourri, ça le ferait pas. Bref, on a aussi un Gasly qui est au top de sa forme, qui sûrement après le Brésil est totalement reboosté. Il y a eu ça, il y a eu aussi les évolutions récentes qui sûrement lui donnent une meilleure perspective pour la fin de saison, pour l'an prochain. Voilà, il joue en plus la 6e place du constructeur, donc c'est clairement beaucoup mieux. Et je suis encore une fois très très content pour lui qu'il puisse montrer que lorsqu'il a le matériel, il est aussi bon que n'importe qui ou presque. On peut peut-être exclure 2-3 ovnis, mais voilà, Pierre Gasly, il conduirait la Ferrari, la McLaren, bah oui, lui aussi serait capable de jouer les podiums et les victoires chaque week-end. C'est bon qu'il soit en capacité de le rappeler quand la voiture en est capable. Il a fait vraiment un tour parfait, mais finalement déjà dès la Q2, il était 4e, il a quand même eu chaud parce que 2 secondes après son temps, le drapeau rouge est déclenché, donc bon, à partir de là, ça pouvait déjà être mort. Il faut aussi rappeler que dès la première tentative en Q3, il était devant Leclerc, bref. C'est magnifique, on abordera sa course dans quelques instants, mais en tout cas, il a marqué les esprits. Ça faisait bizarre de voir une Alpine dans le parc fermé du top 3, et je pense que ça va être un nouveau coup de boost pour tout le monde. Autour de lui, juste devant et juste derrière, on a Ferrari qui franchement est en place, et pourtant j'avais un petit peu peur pour eux en arrivant sur ce week-end, puisqu'on attendait des températures très froides, c'est le cas, et généralement, eux, ça ne leur va pas du tout, puisqu'ils ont une voiture qui galère un petit peu à mettre les pneus dans la bonne fenêtre sur un tour rapide, la qualif, contrairement aux années précédentes, c'est pas le fort de cette Ferrari, mais force est de constater qu'ils ont dû trouver un petit peu la clé pour à minima gommer un petit peu ce souci. Le problème, c'est que Leclerc lui a retrouvé un peu les soucis qu'il avait en début d'année sur la qualification. Il perd 3 dixièmes sur 2 virages en particulier dans le secteur sinueux, et il a un petit peu plus de mal à s'adapter au manque de grip comparé à Sainz qui lui excelle généralement dans ce genre de cas. C'était un petit peu le cas au Mexique, ça allait encore là. Il a été parfait, il partira de la première ligne, donc franchement, il n'y a rien à redire. Mais franchement, Ferrari, on va en reparler parce que pour demain, je ne veux pas spoiler la suite, mais je les trouve idéalement placés. Derrière, Verstappen a assuré en quadruple champion du monde qu'il sera bientôt, faire 5e quand on voit les immenses soucis que Red Bull a eu sur le début du week-end. Franchement, c'est très 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 fort. Ils ont démarré complètement à l'envers le vendredi, même je crois samedi matin dans la FP3, ils disaient encore, voilà, je vais finir par me cracher parce que ça va pas. Et finalement, dernière partie de la FP3, ils trouvent un truc, ça fonctionne. Il y a eu cette histoire de l'aileron arrière, ils se sont trompés dans celui qu'ils auraient dû apporter. Et voilà, c'était pas le bon, ils n'ont pas d'aileron de rechange. Mais ils ont fini par trouver le bon setup, par limer l'aileron arrière, c'est assez dingue. Bon voilà, encore une fois, je trouve que cette situation, elle illustre à la fois le fait que chez Red Bull, il y a vraiment des trucs qui ne vont pas, qui ne vont plus sur le sportif, sur l'extra sportif. Voilà, c'est une écurie qui, on le sent, est quand même en train de perdre ce qu'elle avait sur sa période de domination. Mais en même temps, ça reste un géant, puisqu'elle trouve des solutions, elle arrive à ne pas être catastrophique, elle est qualifiée devant les McLaren quand même, et on a aussi évidemment un monstre derrière le volant qui gomme une partie des défauts et est capable de faire oublier les choses qui ne vont pas, donc forcément ça aide. Concernant Pérez, sorti en Q1 sous les moqueries de la sphère, image absolument délirante, je vais rien dire de plus en vrai parce que on a déjà très clairement évoqué son cas, vous savez exactement ce que j'en pense. Lorsqu'il sort en Q1, il a 1 seconde de retard sur Max, donc ce n'est pas moins bien que d'habitude, c'est même juste la même chose que d'habitude, donc voilà, c'est habituel. Rien de nouveau pour moi dans le cas Pérez, je ne m'exprimerai plus je pense sur lui jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à ce qu'on ait une décision. McLaren, elle semblait embêtée par les conditions et n'a visiblement pas trouvé le parfait équilibre sur le tour rapide. En vrai, ils étaient plus rapides que ça. Vendredi, ils étaient dans le match avec les Mercedes, j'ai trouvé en tout cas sur ce qu'on peut lire des tours rapides faits lors des séances d'essai. Mais sur les longs relais, c'était pas bon du tout, et les pilotes Norris le premier le disaient.
Donc ma lecture de leurs résultats un peu décevants en qualification, 6e, 8e, c'est qu'ils ont un petit peu rééquilibré en perdant un petit peu sur le tour rapide, mais pour être un petit peu mieux sur le long relais. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'ils ont suffisamment rééquilibré pour avoir quelque chose à jouer demain matin? Évidemment, on n'a pas toutes les réponses, mais ma petite intuition me fait dire que si McLaren n'a pas été capable d'aller chercher les 3-4 dixièmes que peut-être elle avait en main hier, ou pas loin, c'est à cause de ça. Les deux pilotes en tout cas ont fait sensiblement le même temps, et ouais, c'est un samedi un peu décevant pour eux, mais voilà, je pense que leur week-end maintenant se joue sur leur capacité à avoir ou non un petit peu sacrifié la qualif pour la course, pour le rythme de course, et ça, on verra demain. Derrière, on retrouve un excellent Yuki Tsunoda, 7e, après sa 3e place en qualif au Brésil, encore une fois. Il performe, il continue d'être bon, d'être devant, d'être un des meilleurs des autres, comme il l'a été sur les peut-être 3 quarts de la saison jusqu'ici, et il se battra encore pour des points demain, donc franchement, bravo à lui là-dessus. C'est un peu plus décevant peut-être pour Lawson, même si on n'en attend pas exactement la même chose. Il n'a pas réussi à améliorer en Q2, et il a fini par prendre une énorme glisse au virage 15. Il partira justement 15e, juste devant Pérez. C'est pas exactement là où il souhaitait, et il ne s'est pas mis dans les meilleures conditions pour briller dimanche. Les Haas sont également dans le coup, confirmant qu'elles terminent la saison dans le bon wagon du midfield, clairement en lutte pour cette 6e place, pour être la 5e force, vu qu'Aston a totalement disparu. Hülkenberg a signé sa 13e Q3 de l'année, course qualif sprint comprise, et il va défendre chèrement sa place dans le top 10, d'autant plus que généralement la Haas s'en sort un petit peu mieux comme la Ferrari lors des courses. Magnussen lui partira 12e et était globalement pas très loin d'Hülkenberg tout le week-end, toute la qualif. Donc voilà, je pense que lui aussi aura peut-être sa carte à jouer, même si forcément 12e, voilà, il s'est pas forcément mis extrêmement bien. Et c'est un peu exactement la même pour Esteban Ocon, qui lui est 11e. Il y a toujours chez Alpine ces deux côtés du garage qui sont un petit peu diamétralement opposés, sans que personne n'ait vraiment de réponse. On ne comprend pas. Donc forcément, à partir de là, c'est beaucoup plus dur de juger les week-ends d'Esteban Ocon. Mais en vrai, j'ai envie de dire que être 11e, c'est déjà pas si mal. Au moins, il va jouer quelque chose. Et ça montre qu'Alpine, oui, même avec sa voiture qui ne marche pas, elle est plus haut. Donc c'est bon signe, la voiture a réellement progressé, ça va beaucoup mieux sur cette fin de saison. Et on espère pour eux qu'ils auront l'occasion de réellement valider cette 6e place qui vraiment offrirait un bilan beaucoup plus positif, en tout cas sur la fin. Sinon derrière, on peut signaler la belle perf de Guan Yu Zhou, 13e, sa meilleure qualification de l'année. Ça contraste avec l'énorme catastrophe du côté de Williams. Déjà, il y a Albon, qui est leur meilleure chance de points, évidemment, qui a vu son temps annulé en Q1 et qui donc s'est fait battre par Colapinto. Puis ensuite, évidemment, l'Argentin s'est violemment craché dans le mur en Q2. Alors déjà, au Brésil, ils ont perdu la 8e place qui doit, je pense, coûter entre 6 et 8 millions de dollars en prize money à la fin de la saison. Ils ont également dû réparer les voitures. Valls a dit que ça coûtait un petit peu plus de 3 millions, tout ce qu'ils ont eu à réparer récemment. Il y a peut-être un autre million qui s'est envolé avec les réparations du crash de ce samedi matin. Bref, c'est absolument l'horreur. Moralement et financièrement, leur saison, elle s'est autodétruite en 2 week-ends. Et clairement, voilà, ça va peut-être même empiéter sur la prochaine parce que niveau budget de cap, niveau moral, niveau évolution, niveau tout ça, là, ils ont pris un sacré coup. Et franchement, c'est dommage parce que tout ce qu'ils faisaient jusque-là était patiemment construit et plutôt très positif. Concernant Colapinto, il a quand même pris 50 G, c'est énorme, je pensais pas que ce serait ça, mais 50 G c'est fou, ça a même déplacé le mur de béton. Alors personnellement, du coup, je suis assez perplexe sur la sécurité à cet endroit-là du circuit, un faible dégagement, mur de béton direct, mur de béton qui bouge. Bon, voilà, mais à force, on n'est plus vraiment surpris. En tout cas, pour Williams, ça s'annonce encore une fois être un week-end qui fera très mal au portefeuille et aux têtes. Et puis enfin, on a évidemment Aston Martin qui est maintenant complètement au fond du trou. La performance n'y est plus, c'est extrêmement inquiétant. Et en plus, on a Lance Stroll qui a eu un problème en FP3 et qui n'a pas pu vraiment défendre ses chances en qualif puisqu'il n'a pu faire qu'un tour. Voilà. C'est une catastrophe. Bon, et pour demain matin alors, à quoi s'attendre? Tout devant, il y aura d'abord, je pense, un duel, ça paraît assez évident, entre George Russell et les deux Ferrari.
Et là-dessus, je m'attends à ce que Mercedes soit un petit peu moins bonne en rythme de course qu'elle ne l'a été en qualif sur un tour. Et je m'attends au scénario exactement inverse pour Ferrari, un petit peu mieux, voire même peut-être beaucoup mieux sur les relais que sur la qualification, puisque c'est une écurie qui dégrade moins que les autres, qui sera probablement peut-être un petit peu mieux composée avec le greening. L'état de grâce de la W15 sur un tour ne me semble pas être viable sur toute la longueur d'un relais. Donc ouais, au final, j'ai un peu le sentiment que Russell ne va pas avoir totalement les moyens de jouer la victoire, de se défendre demain, notamment face au Ferrari. Je dirais même que peut-être lui, sa course, elle est peut-être plutôt avec le rang derrière, Norris-Verstappen, non pas pour la victoire, mais pour le podium. Voilà, c'est mon intuition, dites-moi si vous pensez pareil, mais voilà, j'ai le sentiment que pour Mercedes, il y aura la pole et que ça ira pas au bout en termes de victoire. Ainsi donc, si le départ est bon, si elles ne sont pas d'entrée de jeu surprise par un mec de derrière qui viendrait s'intercaler, si elles arrivent également à passer George Russell de manière plutôt clean et assez rapidement, bah ouais, je vois bien Ferrari devant et je les vois même plutôt réaliser un doublé, hein, ça va être mon pari. Et en fait, leur plus grosse menace demain, j'ai un peu le sentiment que c'est Lando Norris, hein, non pas Russell, non pas Verstappen, ouais, Lando Norris. Mais voilà, il va partir seulement 6e, il y a l'obstacle Max Verstappen sur sa route, et on a vu cette saison à quel point cet obstacle l'a souvent empêché de jouer notamment des victoires. Et puis il y a une grosse incertitude sur le rythme de la McLaren en course, je dirais un petit peu plus grosse que sur le rythme de la Ferrari. Donc ouais, je mets mes jetons sur la Scuderia et même sur un doublé des rouges. Sainz par devant et un petit peu à l'image du Mexique, il semble avoir un petit avantage, il est à l'aise dans ces conditions, mais j'ai l'impression que sur le rythme long, c'était le cas vendredi en FP2, et il l'a un petit peu souligné aussi aujourd'hui, Leclerc a peut-être un petit truc en plus, en tout cas après plusieurs tours, il est capable peut-être de monter dans un autre régime. Donc évidemment, il faudra voir comment il gère la course, peut-être qu'ils seront un peu conservateurs, j'espère qu'il n'y aura pas de consigne d'équipe, mais on rappelle qu'ils jouent le constructeur, donc peut-être qu'ils vont avoir un petit peu envie de conserver leur position. Mais voilà, si je dois donner un nom, comme ça, un petit peu à l'intuition, sur les relais notamment de vendredi, qui peut-être sont un petit peu trop importants dans mon esprit, malgré sa 4e place au départ, je vais donner une victoire de Charles Leclerc. Mais finalement, 4e, c'est de là où il a gagné à Monza et à Austin. Donc bah voilà, je réitère, je dis jamais 203. Derrière, évidemment, on n'oublie pas Pierre Gasly qui devra s'accrocher et qui aura peut-être une opportunité si la course est folle, peut-être un petit peu comme l'an dernier, mais à la régulière pure, je ne le vois pas tenir les top teams. Sa place naturelle semble peut-être 8e, 7e au mieux, s'il n'y a pas d'abandon parmi les top teams. En revanche, évidemment, on aura un regard très attentif sur un énième duel Lando-Max juste derrière, peut-être le dernier duel de la saison. Le néerlandais, je pense, va avoir une Red Bull qui va souffrir sur le rythme de course, hein, ça a été le cas très souvent. Je ne l'imagine pas aller jouer devant, je l'imagine moins rapide que la McLaren, mais il sait souffrir et surtout il sait que s'il reste devant jusqu'à la fin, il est champion des Vegas. Bon, vu l'avance qu'il a, il n'y a pas d'urgence, mais on a déjà vu ce scénario et on sait à quel point il est capable de forcer son destin. Donc bon, je m'attends peut-être à un nouvel épisode en piste, à moins que la ligne droite de 2 km et l'aileron arrière de la Red Bull trop braqué empêchent totalement Max de se battre. Ça, c'est possible. Et justement, Lando Norris aura tout intérêt à s'en débarrasser de manière vite et de manière très claire, car si sa McLaren en a bien le potentiel, et on a encore une petite incertitude là-dessus, je pense que la victoire ne lui est pas impossible demain. Il y a peut-être un scénario ironique où il va aller gagner en partant 6e, répondant du coup à totalement l'inverse de ce qui s'est passé au Brésil. En tout cas, pour moi, c'est lui la menace pour Ferrari demain. Piastri aura sûrement aussi sa carte à jouer, mais il part encore 2 places derrière. Je ne l'imagine pas vraiment être capable de suivre un éventuel rythme de Norris. Je ne le vois pas se battre, ne serait-ce que pour le podium. Et on a aussi Hamilton parmi les top teams qui devra lui remonter de sa 10e place. Peut-être au moins la 8e, 7e, mais en tout cas, voilà, je n'imagine pas trop Lewis être capable de faire bien mieux, parce que la position de départ, malheureusement, n'est pas assez bonne. Les dernières places dans les points vont donc se jouer entre Gasly, qu'il ne faut pas oublier, et qui, vu sa position de départ, devrait être capable de s'accrocher un petit peu avec les top teams et terminer, je pense, meilleur des autres. Hein. S'il y a un autre résultat, ce serait évidemment très décevant. Et puis, de manière un petit peu logique, on a Tsunoda et Hülkenberg qui ont des voitures qui fonctionnent ce week-end, qui sont 2 références du midfield de cette saison et qui sont idéalement placées pour tenir leur place. Leur menace, ça peut être Sergio Pérez, s'il arrive
arrive à remonter de la 16e place, mais c'est déjà peut-être un petit peu loin. Et la Red Bull, elle est dans un état de forme assez délicat. On a évidemment Ocon et Magnussen qui sont à la porte des points et qui seront là éventuellement pour en prendre. Je cite également Lawson, mais voilà, il part 15e, c'est déjà un petit peu loin. Les autres, je pense, ne seront pas des candidats au point. À partir de Joe, ça se complique. Je ne vois pas la Sauber être dans le coup. Colapinto, on n'est même pas sûr qu'il prenne le départ. Et si c'est le cas, ce sera peut-être des stands. Albon, il est un petit peu loin. Les Aston, elles ne sont pas là. Voilà, je pense que les 2-3 places dans les points se limitent aux quelques pilotes que j'ai cités. Et donc, à la régulière, je vais me risquer à donner le top 20 suivant. Victoire de Leclerc devant Sainz, vous l'avez compris, je pense que Ferrari s'est très bien placé et sera en course la meilleure vu les conditions et sa faible dégradation. Je vois ensuite Lando Norris, 3e, juste devant George Russell, peut-être sur la fin, je pense en tout cas qu'il y aura un duel. Suivra Verstappen, un 5e sans vraiment pouvoir se défendre, sûrement à la lutte avec un Piastri qui peut-être va le passer. Hamilton, 7e, c'est sa place assez logique. En bataille avec un Pierre Gasly qui lui veut faire le chemin inverse et va glisser mais va rester selon moi le meilleur des autres. Je place ensuite Hülkenberg 9e, il est très bon dans le milieu de plateau, la Haas elle est souvent bonne le dimanche, je le vois rester dans les points au détriment de Tsunoda que je vois 11e et Perez 10e, ouais, je pense que Checo va peut-être parvenir à remonter, en tout cas le dernier point à mon avis se jouera entre ces deux candidats de la famille Red Bull. Je mets ensuite Magnussen, Ocon et Lawson, 3 candidats au point. Albon qui part de trop loin, Alonso, j'y crois pas vu l'Aston, puis Stroll, Colapinto, et malheureusement les 2 Sauber dernières, malgré la belle position de départ de Joe, je n'y crois absolument pas. Évidemment tout ça, c'est de la théorie, une théorie basée sur l'analyse que j'ai du début de week-end. À quel point cette analyse s'avérera vraie, on en fera le bilan dans le déprix. Et évidemment, c'est un pronostic qui se fait dans l'idée où tout le monde garde sa position de départ, qu'il n'y a pas de safety car, qu'il n'y a pas d'accident, que personne ne merde, évidemment. Bon, ça ne sera absolument pas ça le résultat, mais en tout cas, vous avez ma théorie pour demain. J'attends évidemment maintenant la vôtre dans les commentaires. Est-ce que vous pensez aussi que Ferrari va gagner, va faire un doublé comme je l'ai dit? Si oui, quel pilote devant l'autre? Est-ce que vous pensez que Russell a une chance? Que peut-être Norris ou Verstappen peuvent gagner de loin? Où va finir Gasly également? Ce sera une question intéressante. Qui va marquer des points? Bref, je vous retrouve en commentaire pour discuter de tout ça et débriefer la qualification. Pensez à vous abonner et à mettre un like. Et on se quitte évidemment avec Enzo Ferrari qui vous conseille d'aller vous coucher dès la fin de cette vidéo pour être en forme demain matin, car à 6h, il faut être sur Canal. Allez, à bientôt.